a les femmes parce qu'il y a le sport. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux femmes dans le sport. Encore une très belle émission dont voici le sommaire. Notre première invitée, et elle est là en plateau, c'est Nora Cornol. Nora Cornol, c'est une grande championne de boxe thaïlandaise. Une seule défaite au compteur en 2018 sur le ring. Elle a démarré l'année 2019 en trombe. Elle nous dira tout. La dirigeante de la semaine, c'est Catherine Esvan, vice-présidente de la Fédération française de squash. On reviendra avec elle sur l'évolution de la pratique en France et sur le titre européen des Bleus. Enfin, les aventurières de la semaine, parce qu'elles sont deux, Agathe Boulanger et Caroline Bonhomme, deux Marseillaises de cœur qui ont décidé de se lancer un défi, participer au prochain rallye des Gazelles. Soyez les bienvenus. Nora, bonjour. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Tu as 29 ans, tu mesures 1m70, tu pratiques le Muay Thai au niveau professionnel, le K1 et le kickboxing. C'est ça, enfin le kickboxing plus en pro, mais le K1 et le Muay Thai en professionnel. Et comme tous les grandes athlètes qui viennent ici, tu as décidé de venir avec qui? Avec un coach de l'équipe de France, Alassane Gaye. Bonjour. Bonjour. Coach de l'équipe de France depuis quand? Depuis plus d'une vingtaine d'années, dans cette nouvelle fédération, depuis environ 3 ans. Garçon et fille, hein? Mix, c'est l'équipe de France mix. Ok, pourquoi tu as décidé, Nora, de l'inviter lui aujourd'hui? Pour lui cirer les pompes, pour qu'il te sélectionne pour le prochain championnat du monde? Voilà, exactement. Le stage a vu ce week-end. Donc, non, parce que Alassane, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a un bon cœur, qui sait de quoi il parle, qui a un niveau stratégique, technique. Voilà, il a aussi formé des champions. Et je pense que c'était le plus indiqué pour parler de la discipline, tout simplement. Et il t'apporte vraiment quelque chose, toi, à titre personnel, même si toi, toute l'année, tu n'es même pas en France? À titre personnel, bien sûr, parce que du coup, c'est quelqu'un que je retrouve pendant les réunions avec l'équipe de France, donc pendant les sélections. C'est quelqu'un qui a encore une fois des conseils à viser au niveau stratégique, physique. Et vraiment, c'est quelqu'un de bon conseil, donc oui. Alassane, quelle est la plus grande qualité de Nora? Nora, c'est son tempérament. Elle a un tempérament, elle est très active et elle sait ce qu'elle veut. Donc ça c'est un plus pour les athlètes de haut niveau. Et son défaut, si elle en a un? Ça peut être aussi le caractère. Elle est caractérielle. Tu confirmes? Je confirme. Et caractériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, j'ai des émotions et je les assume, on va dire ça comme ça. Quel genre d'émotion? Ça peut être comment dirais-je, peut-être la colère, la déception, la tristesse, tout comme la joie. En fait, je les assume au même degré et je les exprime, que ce soit quand ça me concerne moi ou d'autres. Alors, Nora, ton palmarès en Muay Thai, tu as 38 combats, 29 victoires, dont 3 par KO, 8 défaites et un match nul. En K1, 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Avant de commencer, on va regarder un petit clip et on revient juste après. Vous allez voir, on va mieux comprendre qui elle est. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Le maître de mon destin, le capitaine. Pourquoi on ne dit pas la maîtresse de mon destin et la capitaine? On pourrait, mais là c'est juste que c'était un poème très très connu dans la culture populaire anglaise. Compris, donc il n'y a rien à dire. Où est-ce que ça a été tourné? Raconte-nous un peu l'histoire de ce clip que je trouve vraiment très bien fait. Donc ça a été tourné à Nanterre, dans un lycée qui est en déconstruction, avec deux amis très doués, vidéastes, donc qui sont Pixnail Productions, Momar et Aliou. Et donc voilà, on se disait, il faut qu'on fasse quelque chose, une petite vidéo qui soit impactante.
Et puis voilà, fallait que le décor et le texte collent aussi avec ce qu'est la boxe thaï, à quel point le sport est difficile. Et donc voilà, globalement, c'était ça l'idée. Difficile, mais c'est parfois considéré comme un sport violent ou pas? Et toi, qu'est-ce que ça génère chez toi? C'est considéré comme un sport violent par les non. Parce que c'est un sport de combat. Oui, voilà, parce que c'est un sport de combat d'abord, et puis parce qu'on va retenir les ouvertures, le sang, et voilà, le fait que ça vienne peut-être d'ailleurs. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est le premier retour que j'ai tout le temps. Enfin, quand je vois ton visage, je te trouve pas abîmé par. Alors c'est peut-être parce que tu es très forte et que tu viennes tout le temps, mais. Non, mais c'est vrai qu'après, du coup, c'était 44 combats, mais oui, non, je m'en sors pas trop mal. Mais voilà, après, justement, c'est dangereux pour des personnes justement peut-être qui veulent se lancer trop vite, mais voilà, je veux dire, quand on évolue correctement en prenant son temps et en mettant pas la charrue avant les bœufs, normalement on a le bagage technique et physique qu'il faut pour être en mesure de se protéger pendant les combats et pas recevoir trop de mauvais coups, quoi. Et est-ce que tout ça est très structuré en France, notamment Alassane? Très, très, très structuré. La fédération a fait d'énormes efforts dessus. En fait, comme le dit Nora, il y a une base il y a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, vous voyez les compétitions d'enfants, c'est 300, 900 enfants par compétition. Donc eux, c'est la vitrine, ils nous représentent. C'est la vitrine qui tire toute la base vers le haut. Et là, actuellement, pour le dire, on a une équipe junior qui monte très, 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 très fort. Et donc, l'avenir est vraiment prometteur pour les sports pieds-points. Est-ce que tu peux, Nora, nous rappeler les règles des combats officiels, le nombre de reprises, le nombre de minutes, la récupération? Ça va dépendre du coup des classes et donc du coup de l'âge des pratiquants. Mais moi, dans mon cas, en étant pro, ça va être 5 rounds de 3 minutes avec 1 minute de récupération. Et donc voilà. Et quand elles sont toutes petites et que ce sont des jeunes filles, à partir de quel âge vous les accueillez? À l'âge de 6 ans, il y a des compétitions, mais la différence, c'est des assauts. C'est des combats qui sont faits à la touche, qui ont des jugés sur l'aspect technique. Donc non pas sur les coups portés avec puissance, mais juste sur l'aspect technique. Et au fur et à mesure qu'ils montent dans le circuit professionnel, là, les coups sont portés de plus en plus fort. Il y a des championnats du monde cet été? Il y a des championnats du monde cet été. Il y a eu les sélections il y a quelques jours? Exactement. Et là, le coach est en face de toi. Lui, il sait, mais toi, tu ne sais pas si tu seras au championnat du monde, c'est ça? Exactement. Exactement. Comment vous les retenez? Il y a une détection qui se fait, il y a des tests physiques, psychologiques, aussi de disposition. Tu la connais depuis longtemps? Oui, mais... Pourquoi tu l'as fait revenir de Thaïlande alors que tu sais très bien que tu vas la prendre cet été? On renouvelle, c'est pour avoir le côté, on va dire, la motivation, il faut les mettre toujours en concurrence avec de nouveaux athlètes. Donc il y a de nouvelles filles qui arrivent, donc on les met en concurrence et par les différents tests qu'on évalue. Et on décide. Et verdict dans les jours qui viennent. Voilà, exactement. Nora, comment tu es arrivée aux arts martiaux? Alors, en fait, ça a commencé très jeune. J'ai un grand frère, on a 7 ans de différence, et tout ce qu'il faisait, je le faisais. Donc, quand même les bêtises. Même les bêtises. Et même les bagarres, c'est peut-être pour ça que du coup, on a réglementé tout ça. Non, du coup, il a commencé avec le judo, j'ai fait du judo, je gagnais tout le temps, donc j'étais contente. Pareil, après, on est passé au taekwondo, j'ai fait du taekwondo, jiu-jitsu, et puis après... j'ai fait tout à fait autre chose, j'ai pris mon indépendance, on va dire. T'as fait du basket? Et j'ai fait du basket pendant 6 ans, c'était vraiment mon sport de cœur. Malheureusement, je me suis blessée au genou et j'ai pas pu continuer. Et puis, tu vas pas me faire croire qu'on se serre pas des genoux en boxe thaï? On se serre des genoux, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont passées, notamment, c'est vrai, en fait, à 15 ans, si tu veux, j'avais demandé à mes parents, papa, maman, est-ce que je peux faire du kickboxing? Et ils m'ont dit, c'est hors de question, ma fille. Donc, du coup, j'ai attendu, effectivement, la blessure, elle s'est compensée, et puis je me suis dit, peut-être que je ferais bien autre chose, du coup, maintenant que j'ai 21 ans, donc le temps est un peu passé, et puis... et puis, t'as basculé. C'est ça, j'ai basculé. Et puis, il y a un véritable tournant à 23 ans. Ton premier combat, c'est en Thaïlande. C'est ça. Donc, tu avais repris la boxe thaï depuis 2 ans? Eh bien non. Du coup, j'avais fait 1 an de kickboxing en France. Okay. Et puis, dans le cadre de mes études, je suis partie en Thaïlande. Et, premier combat? Premier combat, ouais. Premier combat, ça faisait 2 mois que je m'entraînais avec un monsieur thaï très gentil au National Stadium à Bangkok, en fait. Donc, tous les soirs après mes journées de stage, j'allais m'entraîner. Il me tenait les PAO. Et puis, j'ai fait... il y a un événement qui s'appelle le MBK Fight Night qui a lieu... quasiment toute l'année hors saison des pluies à Bangkok. Donc c'est tous les mercredis soirs, il y a 5 combats. Et moi, j'avais aucune notion pour moi, on monte sur un ring, il n'y a pas de protection parce que c'est comme ça. Donc j'ai fait mon premier combat sans protection, sans peser non plus. Et j'ai gagné au 2e round par KO contre une fille bien plus lourde que moi et qui était bien plus expérimentée. Donc, et là, tu t'es dit quoi?
Et je me suis dit, mais c'est génial, surtout avec des Français qui arrivent de nulle part, qui scandent ton nom et tout le monde qui t'arrache pour prendre une photo avec toi. J'avais la tête comme ça, je comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais contente. Donc je me suis dit, ouais, je vais rentrer en France parce qu'il fallait que je termine mon Master 2. Et je me suis dit, allez, je vais m'inscrire dans une salle. Et ta famille, ils ont réagi comment à ce moment-là? Eh ben, ils étaient contents. Et ils se sont dit, eux comme moi, on n'avait pas pris la mesure de la suite. C'était un premier combat et c'était une expérience, donc ils étaient fiers de moi. Mais bon, voilà, il y a toujours la petite inquiétude des parents, c'est normal, c'est pas anodin comme sport. C'est quoi la qualité indispensable pour réussir dans un sport de combat? Alors, il y en a plusieurs, j'imagine. Hein. Ouais, non, il y en a énormément. Mais pour moi, honnêtement, c'est le mental, en fait. Parce que dans le mental, il y a beaucoup de choses qui se travaillent pour devenir un bon boxeur. Il y a la technique, il y a le physique, il y a la stratégie. Mais au bout d'un moment, sur un ring, quand on est au bout de ses ressources, en fait, et comme la personne en face peut-être ou peut-être pas, mais quand on est au bout de ses ressources, si on n'a pas le mental qu'il faut. C'est quoi être au bout de ses ressources? Ne plus en pouvoir ou avoir mal ou... Avoir mal, ne plus en pouvoir, peut-être perdre confiance sur un mauvais coup l'espace de 2 secondes et c'est pouvoir faire une remontée et faire mentir aussi les pronostics, quoi. Est-ce que le regard est important face à l'adversaire? Ou est-ce qu'on n'a pas le temps, que ça va trop vite? Ou est-ce que tout ça, c'est au cinéma qu'on en parle, mais ça ne se passe pas vraiment comme ça? Si, on voit certains combattants au pesé, avant le ring, quand l'arbitre nous met face à face pour nous expliquer les règles. Alors, fais-moi ton regard méchant pour voir. Maintenant, j'ai un peu de mal, là, j'arriverai pas. Et puis, c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai abandonné, en fait, au fil du temps. En devenant pro, c'est plutôt un sourire qui s'est installé, en fait. On a le regard méchant, peut-être, parfois, quand on est, à mon sens... Ça arrive, pas toujours, hein, mais parfois quand on est... Pour se donner confiance, ça aide d'avoir le regard méchant et puis de chercher à intimider la personne en face. Et puis parfois on est confiant, on a un sourire et puis de toute façon on se transforme pendant le combat. Est-ce que c'est vrai que tu as un peu de mal à te concentrer avant les combats? Disons que j'ai ma manière à moi de me concentrer. Je sais qu'il y a des choses qui ont fait énerver mes coachs par le passé, c'est que moi, parfois, quand le stress monte pour décompresser, il y a 2 choses que je fais, j'ai aucune honte à le dire. Alors, soit je vais rigoler, on va penser que je suis en train de me disperser, alors que c'est un rire pour évacuer. Un rire vraiment pour évacuer quelque chose d'exutoire. Ou alors, d'un coup, je vais me mettre à pleurer et on ne va pas comprendre pourquoi. C'est-à-dire que parfois, avant un grand combat, tu vas te mettre à pleurer. Et 3 minutes après, tu es là et boum, c'est parti, la machine est en marche. Exactement. Parce que justement, en fait. Attends, on va demander à ton entraîneur de l'équipe de France. Ça inquiète, ça? Au début, oui. C'est pour ça qu'il y a des stages de regroupement. On apprend à connaître les athlètes. Parce que c'est un petit peu notre rôle, justement, de voir où ils sont bien, où ils ne sont pas bien, ce qui va les motiver. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a surpris un petit peu avec Nora, parce qu'on la voit souriante. D'un coup, elle descend, on se dit comment elle va monter son ring, est-ce qu'elle va retrouver le moral? Et d'un coup, elle est focalisée sur son objectif, elle reprend le moral, elle devient pro. Elle appuie sur le bouton on et c'est parti. Et c'est parti. Donc c'est vrai que ça peut surprendre. Mais les stages sont là pour éviter d'avoir cette surprise-là sur le ring au dernier moment. Une grande championne comme toi de boxe thaï, est-ce qu'être une femme, c'est difficile dans les sports de combat? Comment tu as l'impression que tu es perçue? Alors il y a et en Thaïlande où tu habites maintenant et où tu entraînes, et en France. Alors... Je vous dirais que dans la vie de tous les jours, forcément, quand on passe son temps à s'entraîner, on ne va pas forcément s'habiller en tailleur et en talons pour aller à l'entraînement. Donc c'est peut-être un côté qu'on va avoir tendance à perdre. Maintenant, moi, Après, moi, je ne te parlais pas des tenues, il n'y avait pas de jugement d'ailleurs là-dedans. Non, mais c'est vrai que parce qu'on me pose aussi souvent la question, c'est est-ce qu'on a tendance à perdre sa féminité ou quoi? Quand on voit les photos, on n'a pas de doute. Il est toujours là. Ouais, il y a des shootings. Justement, c'est Thomas Weber qui prend ses photos, qui a une page qui s'appelle Les filles ne savent pas boxer et quelques plumes volèrent. Bon, bien sûr, c'est ironique. Ouais. Il met vraiment le contraste des 2 moments. Donc la question, c'était est-ce que c'est difficile d'être une femme et de dire dans n'importe où, moi je suis boxeuse thaï professionnelle. Et comment tu vois le regard des gens, des hommes notamment, et des femmes aussi? Honnêtement, les gens vont être impressionnés de manière générale, hommes ou femmes. Alors, ça va générer de l'inquiétude chez certains, de l'incompréhension. Mais pourquoi tu fais ce sport? Mais je ne comprends pas. Et puis aussi, il y a beaucoup de respect, et puis de l'intimidation aussi. Pour la trouille. Il y a des hommes qui se disent... encore hier soir dans le RER, j'avais mon équipement au-dessus de mon sac. Et puis
qu'est-ce que tu fais comme boxe et tout, de la boxe thaïlandaise, waouh, franchement, respect. Respect. Ouais, ça, c'est que tu as beaucoup de valeur, franchement, continue comme ça, vas-y. Donc ça va vraiment dépendre, quoi. L'équipe de France, c'est quelque chose de particulier. Et oublie que tu as ton coach en face de toi. Non, mais ça, de toute façon, dans tous les cas, c'est très sincère ce que je dis. L'équipe de France, c'est important pour moi pour deux choses, en fait. Quand je pars avec eux, je vais donc faire les compétitions IFMA, qui sont la fédération internationale qui est légitime pour les championnats d'Europe et du monde. Et donc avoir une médaille d'or dans ces compétitions, c'est vraiment qu'on est l'élite et qu'on est le haut niveau et limite dire qu'on est la meilleure au niveau mondial. Pour cette chose. Et puis ensuite, partir avec le regroupement, le collectif, partir en équipe, c'est important, avoir toute cette émulsion. Et puis partir pour représenter nos couleurs, c'est toujours agréable, quoi. Et les copines. On est particulier. Ouais, les copines et les copains, toujours. Ouais. Voilà, c'est qu'on est dans le même bateau, on y va pour la même chose et on se serre les coudes. Et ça, c'est justement, avec les Bleus, il y a eu les Arafura Games cette année. Oui. Tu as ramené une médaille de bronze. Oui. Ça a quel prestige et c'est bien, c'est pas bien? T'aurais aimé mieux? Alors, les Arafura Games, c'est une compétition qui a lieu depuis 20 ans, qui a lieu tous les 200, qui réunit certains sports. C'était la première fois que le Muay Thai était accepté dans cette compétition. La boxe thaï. Exactement. Du coup, on est parti à 4 dans les sports de se qualifier pour les World Games qui auront lieu en 2021 en Alabama, aux États-Unis. Donc 57 kg et 63,5. On est parti à 4 avec 2 coachs de l'équipe de France. Moi, j'ai fait une médaille de bronze, mais je l'appelle la médaille de la perdante parce qu'effectivement, on était 4 dans la poule. Donc dans tous les cas, on avait une médaille. Je suis tombée contre... C'était 4e, t'as pas de médaille? Et bien si, parce que figurez-vous qu'il y a 2 médailles de bronze en fait. Il n'y a pas de match de perdante entre perdantes. Moi, ce qui à mon sens devrait avoir lieu, je serais super contente parce que ça fait une victoire au moins. Quand donc tu as terminé 3e? On 3e ou 4e, ça dépend du point de vue. Et tu es repartie déçue ou contente? Ah non, je suis repartie très déçue. On est toujours déçu après une défaite. Et puis, mais voilà, après ça permet de travailler ce qui ne va pas, de se remettre à jour concernant le niveau et d'y aller encore plus déterminé pour la prochaine, quoi. Qu'est-ce qui lui a manqué? Pour cette compétition, je pense que déjà, tu étais parti en Thaïlande, c'est ça, pour l'entraînement. Donc, c'était une découverte aussi. C'était une nouvelle compétition pour elle. C'était une nouvelle découverte. Et il y a aussi la pression qui était derrière donc pour pouvoir se qualifier pour 2020. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui joue. Donc, il n'y avait pas aussi une perte de poids. Je pense qu'il y avait une petite légère perte de poids. Beaucoup de choses qui sont arrivées au dernier moment. Mais je pense que tu as perdu du poids volontairement et trop? J'ai perdu du poids que j'aurais pu perdre auparavant, effectivement. Du coup, un petit moins bien physiquement? C'est ça, un petit moins bien physiquement. Et encore, je ne pense pas que ce soit ce qui est le plus c'est un porté ensemble problème. de choses. Ouais. Puis c'est le fait de ne pas être monté sur le ring depuis un très long moment, parce que ma dernière compétition de ce genre, c'était au mois de novembre en Turquie. Donc 5 mois sans ring, c'est super long. Nora, tu vis de quoi? Je vis avec la boxe thaï, avec des économies désormais. Voilà, globalement. Puis j'essaye, quand je rentre en France, j'essaye d'avoir des petites missions d'intérim. Parce qu'au-delà d'être une sportive exceptionnelle, tu es une tête bien pleine, tu es diplômée de la Sorbonne en stratégie des marques et du branding. Ça sert à quoi? Ça te sert à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, à titre personnel, ça me permet d'avoir un cerveau et de pouvoir réfléchir, de pouvoir prendre des décisions. Je dirais plus ça comme ça. Mais un jour, ça te servira vraiment? Un jour, ça me servira vraiment, mais pour mon propre business, parce que je n'ai pas l'intention de travailler à la botte de quelqu'un. Voilà, mon tempérament est de retour. Il n'avait pas menti. Oui, parce que j'ai aussi fait une formation par la suite en cuisine. Thierry Marx a lancé une formation, en fait. Donc j'ai fait une formation accélérée qui me permet justement de pouvoir travailler en intérim quand je reviens de temps en temps, parce que c'est facile en cuisine, il y a toujours besoin. Et j'aimerais bien, par la suite, après ma carrière, pouvoir monter un business qui puisse allier et sport et alimentation et avoir tout un concept autour de ça que je garde pour moi parce que je ne veux pas qu'on me le vole. Non, mais voilà. Eh bien, on te le souhaite. On va jouer, les amis, ensemble. J'ai un petit quiz. 5 questions, dont 4 sur votre discipline et une beaucoup plus large. On est d'accord? Ok. Nora, Alassane, première question. Comme on est galant, elle répondra en premier. D'accord? Question 1. Comment s'appelle le plus vieux stade de boxe thaï à Bangkok? 1. Le Lumpini. 2. Le Ratchada Damoen. 3. Le Kawila Boxing Stadium. Alors, pour être tout à fait honnête, je dirais
Ah, je dirais Lumpini. Je pense à Lumpini aussi. Eh bien, bravo, vous avez faux tous les deux. C'est le Carola. Ratchamadoué. Comment tu dis? Rajadamnern. Ah, tu le connais en plus. Ouais, non, c'est les deux stades vraiment emblématiques à Bangkok où ont lieu les plus gros combats en fait. Alors, dans ce fameux stade qui s'appelle Rajadamnern. le premier combat a eu lieu le 23 décembre 1945 à ciel ouvert. Le toit a été posé plus tard en 1951. T'as combattu, toi, dans ce genre d'enceinte? Non, dans ces stadiums, les femmes ne sont pas autorisées à combattre. Et t'as été voir des hommes combattre? J'ai été voir des hommes Et combattre. l'atmosphère est... Et ouais, elle est folle. Il y a surtout avec la culture des parieurs, ça va dans tous les sens. Quoi. Combien de personnes d'ailleurs dans les stades dans ces cas-là? Ouais, franchement, j'arrive pas à avoir d'idées précises. Plusieurs dizaines de milliers. Dizaines de milliers, non, je sais pas, je pense pas, mais je sais pas, tu dirais combien à la fin? Non, il n'y a pas vraiment, parce qu'il y a un enclos pour les parieurs, Ouais. il y a les touristes qui C'est un viennent. business et de la folie. En Plein de Thaïlande, passion. en Thaïlande, c'est Ok. le sport numéro 0-0 pour les réponses. Deuxième question. Comment s'appelle celui qu'on a longtemps nommé le roi du coup de genou? Comment s'appelle celui qu'on a longtemps nommé le roi du coup de genou? Est-ce qu'il s'appelle Samarth Paya Karun, Diesel Noa Shortan Sukarn ou Senchai? Est-ce que ce serait pas le deuxième diesel? Diesel Noa Shortan Sukarn. Parce que Sabat, il a été médaillé en médaille d'or, c'était plutôt les points. Diesel Noy, je pense que Diesel Noy, parce que c'est plutôt les balayages qui fait. Le dernier, c'était, vous avez dit Senchai. Shanghai, c'est plutôt les balayages. Donc, Non, c'est Diesel Noy, ok, ben vous avez raison, c'est bien lui. Il était tellement fort d'ailleurs qu'il a pris sa retraite à 25 ans seulement, avec un bilan impressionnant de 122 combats pour 110 victoires, dont 40 par KO. Plus personne ne voulait combattre contre lui. Il était invaincu entre 1981 et 1985. Une légende donc ouais. dans votre discipline. Troisième question. Qui fut la première française championne du monde de boxe taille? 1. Yellow Page. 2. Laetitia Lambert. 3. Nancy Joseph. Voilà. Nancy Oh là là. Joseph, c'est de la boxe anglaise. Oh, du coup, je Donc, dirais. Yellow Page et Laetitia Lambert, je pense pour l'avoir accompagné, c'est Laetitia Lambert. Eh bien pas du tout, c'était Nancy Joseph en 1992. Quatrième question, dans quel film Jean-Claude Van Damme affronte un champion de Muay Thai appelé Tong Po? Est-ce 1. Kickboxer, 2. Bloodsport. ou 3. Hong Bak? Et on a dit Bloodsport. Kickboxer, film sorti en 1989. Enfin, et on élargit, quel fut le premier club de volley féminin français à remporter une Ligue des Champions? Volley, carrément, on est passé Du volley. Ouais, mais il y a un club C'est pour la français qui... transition. Il y a un club français qui survole. Est-ce 1. Cannes, 2. Tours, 3. Béziers? Cannes. Eh oui, bien sûr, on va même pas comme ça, elle sait qui gagne. On est d'accord? Faut me C'est demander merveilleux. pour le sport, la victoire est en moi. Vous ne bougez pas, on marque une toute petite pause et comme toutes les semaines, on va accueillir une dirigeante du sport français. La dirigeante de la semaine, c'est Catherine Esvan. Bonjour Catherine. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Alassane et avec Nora. Vous êtes la vice-présidente de la Fédération française de squash. J'adore le squash. Très bien. Vous êtes une ancienne joueuse? Je suis une ancienne joueuse, effectivement. Enfin, je joue toujours d'ailleurs, mais dans la catégorie vétéran maintenant. Et Je vous avez dirai été- pas je ne vous dirai pas. Non, mais préciserai ça pas ne me dans quelle regarde pas. catégorie. Et vous avez joué jusqu'à quel niveau? J'ai joué jusqu'à donc niveau première série, mais la Bien. fin de la première série, donc 21e, 20e française. À une Chapeau. époque où le niveau n'était pas tout à fait aussi relevé que maintenant, parce que le niveau Arrêtez. progresse. Vous étiez très forte et vous étiez la 21e meilleure joueuse française. Donc. Voilà, on va le dire comme ça. Ok, aujourd'hui vous êtes vice-présidente de la fédération. Comment on devient vice-présidente? Il s'est passé quoi entre votre passé de espoir du squash français à vice-présidente? Parce que vous avez un métier, J'ai par un ailleurs. métier, effectivement. Donc, c'est beaucoup de passion, en fait, hein, et le plaisir de partager sa passion avec d'autres personnes et de se créer finalement aussi une famille. Ça m'a permis, moi, de m'intégrer dans la région parisienne quand je suis arrivée de ma Bretagne natale, quand j'ai commencé à travailler. Nul n'est parfait. Nul n'est Je parfait, plaisante. effectivement. Donc, voilà, petit à petit, ça a commencé par rendre service dans mon club de Créteil, devenir trésorière de l'association, puis de fil en aiguille présidente donc, Du club. Du club, effectivement, enfin de l'association en l'occurrence, qui est une des associations membres de l'US Créteil.
J'ai été aussi secrétaire générale de l'US Créteil, donc regroupant 29 disciplines. Comment vous avez quitté Créteil et comment vous êtes passé du côté de la Fédé? Et je suis passée par la Ligue régionale d'abord. Que vous avez présidé? Non, j'étais secrétaire générale. Et puis j'ai rejoint le comité directeur. Quand? Il y a 2 ou 3 mandats, je ne me rappelle plus exactement. Donc ça doit faire une dizaine d'années. Encouragée par l'ancienne kiné de l'équipe de France, qui est elle secrétaire générale, et qui m'avait dit que j'avais quelque chose à rapporter aussi au niveau du comité directeur de la fédération. De par mon expérience, et puis le fait d'être une femme, ça apporte aussi des choses pour regarder l'aspect féminin du sport. Et puis, de fil en aiguille, au 3e mandat, on m'a sollicité pour être vice-présidente. Vous avez hésité? Non, pas vraiment, en fait. Non, je ne sais pas. C'était pas préparé, et puis c'était spontané. Et ça, c'était quand? C'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et vous aimeriez un jour être présidente? Alors que le président actuel ne s'inquiète pas. En fait, c'est un métier à part entière, je pense, d'être président. Et j'ai encore un métier à côté. Vous faites quoi? Donc, je suis informaticienne. Et donc, ça me prend plein temps, voire plus, déjà. Je fais déjà donc du 120%. Pas pour l'instant. Donc, pas pour l'instant. C'est plus pour des gens qui ont qui ont un peu de latitude dans leur agenda professionnel, soit qui sont à la retraite. Voilà. Il s'est passé quelque chose, Catherine, il faut absolument qu'on en parle. Pour la première fois, l'équipe de France féminine est championne d'Europe. C'était il y a très peu de temps, à Birmingham. Donc, chez les Anglaises. Ces Anglaises invincibles qui avaient gagné les combien derniers titres? Alors, elles avaient gagné 40 titres en 41 éditions. Donc là, c'était la 42e. Et c'était chez elles? C'était chez elles. Sauf que là, elles ont trouvé plus fort qu'elles. Ce qu'il faut expliquer pour celles et ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a 3 joueuses de l'équipe de France. Et chacune doit rencontrer, alors c'est selon le classement international, chacune doit affronter une Anglaise. Et donc, à l'issue des 3 matchs, on sait qui est championne d'Europe. Premier match, là, c'était... Premier match, alors là, le tirage au sort a fait que ça se jouait exactement dans l'ordre du classement. Donc, c'était la numéro 1 française contre la numéro 1 anglaise. Donc, c'était Camille Serme contre Sarah Jane Perry. Camille, qui est une des meilleures au monde. Qui est numéro 4 mondiale actuellement. Que vous avez battue. Oh oui, mais ça... Bon, quand elle avait 7 ans, mais vous l'avez battue. Si, c'est vrai. C'est écrit sur son CV. J'ose plus le dire. Et donc, Camille, elle joue son rôle de leader. Elle a gagné toutes ses rencontres. Elle est favorite ou pas sur ce premier match? C'est difficile à ce niveau-là de dire. Sur le papier, oui, mais c'est 2 places. Ouais. Donc la 6e mondiale, c'est un film. On joue pour son pays, on joue pour son équipe. Ça change tout. En plus, devant son pays, je peux vous dire que les rangs derrière nous, puisque moi j'avais la chance d'être au 2e rang, c'était beaucoup d'Anglais. Alors il y avait les autres nations qui venaient voir aussi la finale, mais il y avait beaucoup d'Anglais, il y avait beaucoup de supporters. Et là, Camille? Et la Camille, elle ne tombe pas, elle tient son rôle et elle gagne le premier match en ayant concédé tout de même un jeu. Mais voilà, c'était un match âprement disputé. Et là, il se passe quoi dans le vestiaire? On enchaîne avec la 2e rencontre derrière. Qu'est-ce qui se passe entre ces 2 matchs? Alors d'abord, il n'y a pas vraiment de vestiaire. Tout le monde est autour du court. Évidemment, celle qui va jouer derrière, elle s'est un peu isolée pour se préparer. En même temps, elle aime bien savoir ce qui se passe. Donc c'est sa grande amie, Colline Omar, la numéro 2 française, qui rentre sur le terrain contre Laura Massaro. Qui maintenant Et là, les classements internationaux? Alors Laura, elle a été championne du monde, elle a été numéro 1 mondiale. Elle est un tout petit peu, elle est en fin de carrière. Elle a d'ailleurs, juste après les championnats d'Europe, annoncé sa retraite. Donc c'est un match quand même... Colline n'a jamais été à ce niveau-là. Elle est dans le 20e mondial. Donc pour elle, c'est un match difficile, mais rien. Encore une fois, on joue pour son pays. C'est du sport, ouais. C'est du sport, tout peut Sauf arriver. Sauf qu'on rappelle, on est en Angleterre. Oui, mais sur une finale de championnat d'Europe, je pense qu'on donne tout. Sauf qu'elle perd. Colline, oui, mais elle a vraiment tout donné. Elle a vendu sa peau très très cher. Elle a pris un jeu à Laura Massaro et c'était donc ça mettait les 2 équipes à égalité. Avant le dernier match décisif qui allait. Effectivement. Donc et là, c'est la plus jeune de l'équipe, Mélissa Alves. Elle a 25 ans. Qui rencontrait une joueuse
une joueuse expérimentée. Donc mieux classée qu'elle au mieux championnat. Mieux classée qu'elle. Ouais. Elle est actuellement 13e mondiale, alors que Melissa vient tout juste de rentrer dans le top 50. Ouais. Donc, mais par Et c'est contre, le match décisif. C'est le match décisif. Melissa, au dernier championnat du monde, a battu la numéro 12 mondiale. Donc, on sent que tout est possible. Et l'entraîneur Vous étiez là dans ces moments où, justement, l'entraîneur vient lui donner les derniers mots, faire en sorte qu'elle comprenne que, 1, c'est le match décisif, et 2, qu'elle peut le faire? Ça, c'est quelque chose dont ils ont déjà discuté énormément avant. Oui, mais il y a l'avant et le pendant, hein. Il le redit, mais là, pour le coup, c'est entre eux. C'est leur histoire à eux, c'est l'entraîneur, c'est les filles et la remplaçante aussi, dont qu'il ne faut pas oublier. C'est super important. Ça te parle, ces moments-là, toi, Nora? Complètement, avant de monter sur le ring. C'est génial, non? Ces ouais. derniers mots, ces émotions, c'est ça qu'on va chercher dans le sport. Ouais, exact. Non, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on combat aussi. Hein. C'est les émotions, quoi. Et puis, c'est un échange qu'on peut pas comparer, on peut pas décrire. C'est fort, quoi. Ouais, et puis surtout là, on est en finale des championnats d'Europe, c'est le dernier match. Une fois de plus, on est en Angleterre. La française est moins bien classée que l'anglaise, sauf que, eh bien, Melissa, elle a joué le feu. Elle a joué vraiment son meilleur niveau. Elle a sorti tout ce qu'elle avait. Elle nous a, enfin moi, je la connais moins bien parce que pour le coup, j'ai pas joué avec elle en équipe, hein, parce que je l'ai pas dit, mais Camille et Colline ont joué dans mon équipe quand elles étaient toutes jeunes. Donc je les connais très bien. Mélissa, je la connais un peu moins bien. Et elle revient d'études aux États-Unis. Elle avait mis un peu entre parenthèses le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau. Elle le pratiquait là-bas pour son université, mais elle a décidé de démarrer sa carrière professionnelle quand elle est revenue des États-Unis. Donc moi, je la connais moins bien. Et elle a fait le match de sa vie, Elle a fait le match de sa vie, oui. Enfin, pour l'instant, c'est le match de sa vie. Oui, je lui en souhaite beaucoup d'autres comme ça. Ou le deuxième match de sa vie, c'est elle qui pourra le dire parce que quand elle a battu la numéro 12 mondiale, je pense que c'était un match aussi important. Mais là, j'ai ressenti vraiment que le fait de jouer pour l'équipe, pour la France, pour elle, c'était super important et c'était ça qui, sans doute, a fait que c'était le match de sa vie. En quoi ce titre de championne d'Europe pour ces Françaises va changer l'avenir du squash féminin français ou même masculin ? C'est une excellente question et je dirais déjà ça nous apporte la lumière. Hein. C'est vrai que c'est un sport, le squash aujourd'hui, qui malheureusement n'est pas très médiatisé. Donc ça nous a permis d'accrocher. Sauf sur Yahoo, les derniers championnats du monde qui avaient eu lieu à Disneyland à l'automne dernier avaient réuni plus d'1 demi-million de personnes sur Yahoo. Donc il faut peut-être passer par le digital. Il faut passer par le digital, c'est vrai, mais encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent les médias classiques. Hein. On n'est pas encore assez peut-être diffusé. Le squash français n'est pas encore assez connu. Dans d'autres pays, il est très connu. En Angleterre, c'est un sport très. Nora, elle joue au squash, hein. Je joue au squash. C'est vrai, bien. Non. Bon, je joue pas contre toi alors. Non, mais je te défie. J'ai dit, hein, le mental, c'est pas qu'en boxe que c'est important. Ok, parfait, on va jouer tous les deux. Pas de souci. Donc, Vous avez besoin d'un arbitre ? Pardon ? Vous avez besoin d'un arbitre ? Avec plaisir. Bon. Vous avez du temps disponible ? On verra. Sinon, je trouverai quelqu'un. Il n'y a pas de souci. On va organiser ça. Ok, attention, pas de triche, hein, parce qu'elle a du caractère. Et tu me casses pas la raquette sur la tête. Hein. C'est ma spécialité, apparemment. Je me contenterai de gagner. Bien joué. L'équipe de France est championne d'Europe. C'est quoi l'étape d'après ? Et les championnats du monde, bien entendu. La France peut briguer, espérer être championne du monde ? Alors, je crois qu'il est important Il y a l'Égypte, enfin, il y a des nations qui sont tellement fortes. Mais elles ont battu quand même les vice-championnes du monde en titre, les Anglaises. Donc, et elles étaient 3e au dernier championnat du monde en Chine. Là, c'est en Malaisie en 2020. Oui. Et tout est possible. Alors, c'est sûr, les Égyptiennes, c'est un challenge, mais je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Impossible n'est pas français, comme on dit. En gros, vous nous dites, Catherine, c'est qu'elles peuvent rêver d'un podium au championnat du monde. Après, mieux. Si on ne rêve pas, alors je pense que c'est vraiment leur moteur. Elles ont rêvé de battre les Anglaises. Si elles ne l'avaient pas rêvé, elles ne l'auraient pas fait. Les Égyptiennes, oui, c'est une étape supplémentaire.
Mais alors individuellement, elle les rencontre régulièrement sur les différents tournois. Donc là, en ce moment, il y a le British Open. Elles ont toutes des joueuses égyptiennes sur leur chemin. En équipe, c'est différent, il se passe un truc. Et on l'a vu au championnat d'Europe. Hein. Elle se prépare à les rencontrer chacune individuellement. C'est un style de jeu différent aussi. Donc il faut se préparer à les battre individuellement et chacune apportant sa pierre à l'édifice. Et puis après de les battre collectivement avec l'équipe. Camille Serme, 30 ans, 4e meilleure joueuse mondiale. C'est votre porte-drapeau, entre guillemets. Elle rêve d'être championne du monde, numéro 1 mondial. Oui, et ça depuis longtemps. Écoutons son entraîneur qui en parle. Je pouvais pas forcément imaginer Camille atteigne ce niveau quand je l'ai connue à 7 ans. Tout simplement parce que déjà aucune Française avait atteint ce niveau. Quand je dis ce niveau, c'est-à-dire ce niveau de gagner le plus grand tournoi au monde, d'être numéro 2 mondial, d'être 6 fois championne d'Europe, 3 fois médaille de bronze au championnat du monde. Donc ça n'existait pas. Donc déjà, rien que ça, tu n'es pas là en train de te dire il faudrait qu'elle fasse comme. Philippe Signoret, il a raison d'y croire? Bien entendu. Si lui n'y croit pas, c'est difficile de y faire croire ses propres athlètes. Et puis c'est quelque chose qu'il a entretenu chez Camille depuis que Camille a exprimé ce souhait toute petite. Je m'en rappelle un peu. C'était pourtant il y a peut-être 20 ans. Elle avait moins de 10 ans. Elle avait quasiment quand on organisait les premiers stages où il y avait la pratique sportive, mais il y a aussi tout ce qui va à côté. Et vous sentiez déjà chez elle qu'il y avait un truc? Alors, c'est plus à l'entraîneur qu'il faut le demander, mais moi, oui. Mais, parce que j'avais envie d'y croire aussi pour elle. Moi, ce que je n'ai pas réalisé au niveau sportif, parce que j'ai commencé le squash assez tard, je le réalise au travers des athlètes que je vois progresser, que je vois faire développer leur sport aussi, faire progresser en qualité. Le squash féminin a beaucoup progressé. Grâce aussi au succès des Français, on a eu plusieurs Français côté numéro 1 mondial. Oui, bien entendu, on a eu Thierry Lincou, on a eu Grégory Gauthier. Grégory Gauthier, il était encore dans le top 3 mondial avant d'avoir des blessures récemment. Donc ils se sont succédés Thierry et Greg. Donc eux, ils ont donné l'exemple à nos jeunes filles, au squash en général, mais à nos jeunes filles aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut persévérer, y arriver. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Thierry Lincou, qui nous regarde peut-être, à qui j'ai failli prendre un point un jour. Je ne suis pas parvenu, et Dieu sait que je m'entraînais, mais c'était juste extraordinaire. Le squash, et j'invite tout le monde à pratiquer le squash, toi tu l'as fait, c'est tellement ludique, tellement physique, tellement mental. C'est un sport génial et qui peut se pratiquer partout où il y a des squash, mais il y en a de plus en plus. Ouais. Ça se développe, peut-être pas autant qu'on voudrait, sans doute pas autant qu'on voudrait, mais voilà, c'est... Une question, le squash féminin ne sera pas aux Jeux Olympiques. C'est une vraie déception? Le squash tout court ne sera pas aux Jeux Olympiques. Oui, c'est effectivement une déception. C'est pas la première, ça fait plusieurs fois qu'on tape à la porte des JO. Je comprends pas, moi, franchement. Nous non plus, mais après, c'est à nous de nous interroger, d'analyser et de ne pas rester. C'est comme un match qu'on perd ou une rencontre qu'on perd. Remise en question. Remise en question, il faut en tirer les leçons, puis il faut continuer à vouloir aller de l'avant. Donc j'espère que, puisque derrière, ça sera les Jeux Olympiques aux États-Unis, que nos amis américains arriveront à faire en sorte que le squash soit retenu comme sport olympique. C'est un sport qui est très populaire aux États-Unis. Bien sûr, il y a plein de sports de raquettes qui sont ou squash ou dérivés du squash, mais c'est vrai que le squash mérite amplement sa place. Il y a peut-être aussi quelque chose qui sera bon pour la promotion du squash, c'est de le pratiquer dans des lieux exceptionnels, comme là, au pied de la Tour Eiffel, devant Khéops, Kefren, Mykérinos. Ça, c'est des lieux magiques, exceptionnels, et le squash a cette particularité, que cette petite bulle de verre, on peut la mettre dans des endroits juste incroyable. Alors, c'est peut-être pas là qu'on rassemble le plus de personnes, mais tout ça combiné fait que c'est un sport qui est hyper visuel, hyper ludique. C'est quand même génial de voir ces images-là, non? Oui, c'est un vrai spectacle. C'est un spectacle parce que c'est dans un écrin exceptionnel, on est capable de créer ça. Et puis parce que les sportifs offrent effectivement un spectacle. Moi, je sais qu'on a eu les championnats du monde par équipe masculines qui ont eu lieu à Marseille il y a 1 an ou 2. Et j'avais invité des membres de ma famille à venir voir. Ils n'étaient pas particulièrement familiers du squash. C'était pour eux exceptionnel.
le match face à Nora. Vous allez voir, ça va en emballer. Au niveau technique. Un petit jeu maintenant. Les pionnières du sport. Je vous montre une photo. Il s'agit d'une femme. Nous sommes en 1926. Regardez cette photo et je vais vous demander qui est cette femme. Je vais vous donner quelques petits indices. La voilà, cette photo. Et c'est une Américaine. On est en 1926. Regardez. Alors, vous avez compris qu'il s'agit de natation. Cette femme a réalisé un exploit en 1926. Regardez l'eau, ça devrait vous donner un indice déjà. Une traversée de la mer. On est en mer, effectivement. Cette femme s'appelle Gertrude Hedel. C'est la première femme à traverser la Manche à la nage depuis la France vers l'Angleterre. Elle a mis 14 heures et 39 minutes pour la traverser, battant ainsi le record même masculin de l'époque. Un record qui est resté donc en 1926, c'est un record qui est resté invaincu jusqu'à 1950. Et il faut savoir que pendant cette longue traversée de 14 heures, c'est juste incroyable de nager pendant 14 heures, au milieu de la Manche. Il y avait son père qui était à côté d'elle en bateau, et il y a eu 2 tempêtes, et que son papa, l'argument du père a été de dire à sa fille, si tu arrives en Angleterre, je t'offre 2 cabriolets. L'histoire ne dit pas si elle l'a fait ou pas, en tout cas elle est arrivée au bout, et nous étions donc en 1926. On marque une petite pause, on va accueillir des aventurières, et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vous le savez, toutes les semaines, nous parlons d'aventure avec des femmes. Nora est toujours avec nous. Et cette semaine, ce n'est pas une aventurière, mais 2 aventurières qui sont avec nous. Bonjour Agathe. Bonjour. On est ravis de t'accueillir avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour, ravie également. Vous êtes 2 amies. Oui. Vous avez le même âge, 26 ans. Oui. Vous êtes 2 copines. Et vous avez décidé de vous lancer dans un défi. Qui parle ? Je vais parler. Effectivement, on est amis depuis presque 10 ans. Et l'année dernière, on a voulu monter une association, Captain Femmes, parce qu'en fait, toutes les deux, depuis 10 ans, du coup, on partage les mêmes passions, que ce soit le voyage, le dépassement de soi et les aventures. On voyage tous les étés ensemble. Et Ce sont des vacances. oui, c'est des vacances. C'est des vacances, Mais mais sportives. exactement. Par exemple, vous êtes allé où ? Vous avez fait quoi ? Alors, on est parti en Asie du Sud-Est. Caroline, avant moi, est partie seule en sac à dos pendant 4 mois. Et je l'ai rejoint après pour 2 mois. Seule, Voilà. ouais. Un petit bout de femme comme ça, seul 4 mois. Ouais, seule, finalement, c'était vraiment un défi que je me suis donné seule. Et puis, justement, après, on s'est rejoints et on a voulu partager ce défi ensemble. Et c'est pour ça qu'on on a toutes les deux nos passions qui se rencontrent aussi. Alors, vous êtes connus en prépa à Paris, après Oui. en école à Marseille. Oui. Maintenant, vous avez chacune votre vie. Toi, tu es chef de projet, toi, tu es commercial. Là, maintenant, il faut réunir des fonds pour Oui. participer à ce rallye des gazelles, parce Oui. que c'est ça l'objectif. C'est en mars 2020, donc il y a encore le temps. Il faut réunir des budgets. C'est quoi, c'est 30 000 euros 30 000 euros de budget, oui. Et l'inscription se fait le mi-juin. Le mi-juin, nous, on s'est fixé, c'est pas forcément mi-juin, mais nous, on s'est fixé la date de mi-juin parce que ça va être la 30e édition, donc la date anniversaire. Et on sait qu'il y a beaucoup d'anciennes gazelles, de professionnels qui veulent faire absolument cette édition. Et comme les places sont limitées, nous, pour être assurés d'avoir notre place dans le rallye, on s'est dit mi-juin pour boucler les frais d'inscription. Donc, il faut encore trouver de l'argent. Oui. Comment on fait ? Exactement. On tape à la porte de qui, de quoi ? C'est Aujourd'hui, des sponsors locaux, c'est... si vous voulez, nous, on s'est vraiment dit qu'on allait taper à la porte de tout le monde, finalement, pour justement valoriser aussi notre asso. Et c'est vraiment la raison pour laquelle aujourd'hui, on demande aussi à des entreprises de collaborer ensemble. On n'aime pas trop le terme sponsoring, Ouais. on préfère le terme vraiment collaboration, puisque c'est vraiment un travail ensemble qu'on va mener. Notamment, nous, on leur propose un plan de communication. Parce que c'est quoi Captain Femme, votre asso ? Captain Femme, c'est une association qui vise à promouvoir la femme au travers d'activités sportives insolites, justement pour pouvoir affirmer la femme dans le milieu du sport aussi aujourd'hui. Et avec Agathe, vraiment, c'était un projet et ça défend totalement nos convictions, celle de la femme engagée, sportive et aussi solidaire. Et nous, si vous voulez, avec cet asso, c'est pour ça qu'on a choisi comme premier projet le rallye Aïcha des Gazelles pour dévoiler au grand jour notre association. Et à terme, c'est vraiment, on a un objectif de se dire que notre asso, on a envie qu'elle soit pérenne et on a envie d'être légitime aussi dans ce domaine-là. Et pouvoir avoir à terme, en 2021 notamment, faire un projet avec une plus grande dimension et de se dire rassembler aussi d'autres Ah ouais, c'est personnes. le début, alors, C'est pour vous. Oui. Exactement. Une femme engagée, c'est Nora, par exemple. Exactement. Ah bah oui, complètement. C'est un argument, Nora, d'être une femme en 2019 ?
crois qu'en 2019, c'est toujours un bon argument d'être une Non, femme. mais moi je l'entends, mais on voit qu'aujourd'hui c'est plus un argument que ça ne l'a été. C'est vrai, parce qu'on a quand même plus l'image de la femme forte et indépendante et qui s'affirme toujours plus, qui est là et qui est vraiment prise en considération et vraiment prise en compte. Donc c'est pour ça qu'effectivement, avec des initiatives telles que celle-ci, on avance d'autant plus, quoi. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des touches pour continuer à trouver ce financement. Vous êtes confiante il vous manque combien pour le 15 juin? Aujourd'hui, pour le 15 juin, il nous manque un peu moins de 5 000 €. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réunisse 15 000 € pour le 15 juin, notre deadline qu'on s'est fixé personnellement. Et on a quand même des grosses entreprises qui nous font confiance et qui nous ont fait confiance, notamment une entreprise informatique, Softfluent, qui eux aussi souhaitent valoriser la femme dans ce domaine-là. À chaque citation, il te file combien en plus? Pas du Non, mais c'est important. Maintenant, parlons de ce rallye des gazelles. C'est une course d'orientation, Oui, à l'ancienne, entre guillemets. oui. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est boussole? Voilà, c'est avec carte et boussole, donc on n'a pas de GPS. C'est une course C'est le d'orientation. désert du Maroc? Dans le désert marocain, effectivement. Et donc c'est une course d'orientation et non de vitesse. C'est pour ça qu'il est un peu unique en son genre dans le rallye automobile. En fait, d'un point A à un point B, on doit réaliser le moins de kilomètres possible. Donc c'est pas Ah oui, l'heure c'est de la d'arrivée précision, qui donc. compte. C'est qui la boussole parmi vous deux? La boussole, ce sera normalement Caroline. Voilà. Et la pilote, Agathe. Voilà. Donc c'est toi qui vas te faire engueuler. Possiblement, ouais. Non, je suis gentille. Et donc il y a ça, mais il n'y a pas que. C'est pas que cette course d'orientation. Il y a aussi, toi, tu vas faire combien de kilomètres à pied et pourquoi? Effectivement, on dit que le copilote fait 200 km à pied. Dans le désert. Dans le désert pendant la course, puisqu'en fait, c'est lui aussi qui dessine, qui trace l'itinéraire, qui est finalement un peu plus en dehors de la voiture que dedans. Ça veut dire que tu dessines et tu traces l'itinéraire avant de le faire en voiture? Exactement. En fait, on se réveille à 5 h du matin et jusqu'à 7 h, on a notre carte, on a les balises qu'on doit valider dans la journée et on doit décider avant de partir en voiture quel itinéraire on va tracer. Et en fait, il va y avoir deux choix qui s'affronteront à nous. Soit on va tout droit, mais du coup, on passe par la montagne et on prend tous les obstacles qui va tomber sur nous. Ou alors, on contourne l'obstacle, mais du coup, on fera plus de kilomètres et du coup, on aura des pénalités et on n'arrivera pas dans les premiers. Et pendant quelle marche, toi, tu fais quoi? Et pendant que je marche, elle va marcher pour, par exemple, enlever des pierres sur mon chemin, pour que pour moi, ce soit plus facile de passer. Ah, c'est en Ou même alors- temps? Oui, c'est en même temps. En même temps. C'est vicieux, cette affaire-là. Ouais. Moi, je la suivrai 2-3 mètres après. Et là, attention, parce que la boussole doit rester dans la voiture, c'est ça? Oui. Mais alors, apparemment, on sort régulièrement de la voiture justement pour bien garder notre cap et être sûr qu'on va dans la bonne direction. Mhm. Et on trouve d'autres concurrentes? Bien sûr. Bien sûr, en fait, il y a 7 circuits pour pas non plus se croiser forcément dans le désert. Après, effectivement, on croise généralement des gazelles. Donc, généralement, on s'entraide. C'est ce qu'on dit. Après, non, on s'entraide. Nous, on est là aussi pour s'entraider et pour rencontrer aussi de nouvelles personnes. Après, Oui, faut pas oublier. surtout là pour leur dire, oh, va à la droite là-bas, c'est bien. Non, et après, faut pas oublier que c'est une compétition. Donc, certes, on est toutes compétitrices. Et avec Agathe, nous, c'est notre premier rallye automobile. Ok, on n'estime pas, on va pas être dans les premières du classement parce qu'il y a aussi des professionnels. Mais nous, on s'est donné comme objectif d'être dans les premières des premières participantes. C'est quoi des professionnels? Des professionnels de l'orientation? De l'orientation et de rallye automobile. Clairement, dans ce domaine-là, il y a vraiment des expertes de ce sport. Oui, mais j'ai l'impression à vous écouter que l'orientation est presque plus important que le pilotage. Je pense que ça se complète. Par exemple, nous, en fait, on a entendu parler du rallye par Carole Montillet, donc l'ancienne championne de ski, qui s'est reconvertie dans le sport automobile et qui est devenue une professionnelle du sport automobile, qui a gagné plusieurs fois le rallye des gazelles et qui a participé aussi au Paris-Dakar. Et voilà. Oui. Et votre objectif, c'est donc d'être derrière les pros, mais parmi les meilleurs? Voilà, c'est ça. En fait, il y a deux catégories. Il y a une catégorie des gazelles qui ont participé plusieurs fois au rallye et qui reviennent. Et l'autre catégorie des premières participations, où là, nous, on sera du coup dans cette catégorie-là. Et nous, on souhaite être dans les premières des premières participations. Comment vous faites la promotion de votre association pendant le rallye des gazelles? Ou est-ce que c'est avant et après que ça se fait plus tôt? En fait, on le fait surtout avant. Donc avant avec nos partenaires, nos collaborateurs, finalement. Et pendant, on va nommer des communicants. Donc communicants, ça va être nos proches, qui vont aussi relayer l'information pendant le rallye, parce que nous, on sera coupés justement de tout téléphone et moyens de communication. Et aussi des communicants, par exemple, au sein des entreprises qui vont nous suivre
pour aussi que eux vivent aussi l'événement en interne. Voilà. Nora, il y a des disciplines comme ça que tu aimerais faire, toi, pendant ou après ta carrière? Il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y avait un salon qui se tenait il n'y a pas si longtemps, je ne me rappelle plus du nom exact, mais vraiment pour mettre en avant le sport féminin. Et il y avait un stand pour le rallye des gazelles, forcément je m'étais arrêtée. Enfin, il y avait ça, et puis il y avait la saharienne aussi. Mais vraiment que des choses, effectivement, partir à l'aventure, se dépasser. Voilà, parce qu'on ne se dépasse pas que sur le ring, hein, surtout en tant que femme, il faut se dépasser un peu partout sur beaucoup d'aspects dans la vie. Mais ouais, complètement, c'est ce genre de... Et le pilotage, la découverte de nouveaux pays, c'est des choses qui te plaisent? C'est des choses qui me plaisent. Moi, je voyage beaucoup, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et dès que je peux prendre un avion et partir au bout du monde, c'est une opportunité que je saisis. Vous savez sur quelle voiture vous serez? On sera sur un 4x4, mais on n'a pas encore la voiture. Il y aura la clim? Non, il n'y a pas le droit à la clim ni rien. Rien. Mais ça ne nous dérange pas, nous on est aventuriens et justement, ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur, on dormira à la belle étoile et je pense que c'est que du kiff aussi. Eh bien, bonne chance à vous les filles. Merci Agathe et Caroline, merci à Nora. Merci à vous. J'espère que tu seras au championnat du monde. Merci beaucoup. Et d'ici là, j'espère te battre au squash. Attention, on va le faire. Hein. On va le faire. Et je vais gagner. Vous êtes bien confiants. Vous êtes bien Allez, confiants. merci à toutes et à tous et à très bientôt. Salut.